La revue de presse avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin en une de vos journaux, tout doit baisser. Les dépenses d'abord, mais ce sera difficile. Le Figaro, la réforme territoriale est mal partie. Les impôts ensuite, mais ça c'est pas pour tout de suite. Ouest France, impôts, qui paiera, qui ne paiera pas. L'opinion, révolte fiscale saison 2. Et puis il y a ceux qui nous coûtent cher, les Échos, nucléaire, révélation sur les dérives d'Areva. Mais en une de Libération, ce sont les larmes d'une mère qui font oublier toutes les polémiques. Boko Haram, les barbares. L'Ukraine avec toujours cette mobilisation des pro-russes. Oui, tous les journaux reviennent ce matin sur cette mobilisation et dans le Figaro, Renaud Girard plaide pour un retour à la raison qui passerait, dit-il, par un axe Moscou-Paris-Berlin. Il faut être réaliste, écrit-il. Si l'on ne s'associe pas à la Russie, on n'a aucune chance de régler pacifiquement la question ukrainienne. Mais la première étape, selon lui, pour les ministres français et allemands, serait de passer par Kiev pour calmer les ardeurs d'un gouvernement qui a envoyé les blindés à des populations aspirantes à l'autonomie, qui a dissous les régiments qui fraternisaient avec ces populations pour finalement leur dépêcher la garde nationale, composée, dit-il, par des gros bras nationalistes. Circonstances atténuantes à l'incurie des dirigeants de Kiev, écrit Renaud Girard, le soutien aveugle qu'ils ont reçu des Américains. Évidemment, dans le monde, le ton est tout autre. Un titre de une, les Occidentaux débordés par le nouvel art de la guerre de Poutine. Mais le plus intéressant dans le monde ce matin, c'est la page consacrée à ce personnage dont le portrait orne le bureau de Vladimir Poutine. Le tsar Nicolas Ier, mort en plein désastre de la guerre de Crimée en 1855. Autocrate et mal aimé, il a laissé l'image déplorable d'un homme borné, militariste, hostile à tout progrès. Le prendre pour modèle, c'est de la part de Vladimir Poutine une transgression hautement symbolique. On en vient à la Marseillaise de Christiane Taubira. Plus les uns disent que cette polémique n'a aucun intérêt, plus les autres en font leur chou gras. Mais oui, aujourd'hui en France pose la question qui enflamme. La Marseillaise, c'est sacré. Et dans les éditoriaux, un point fait l'unanimité, le ridicule de la situation. Elle n'a pas chanté. Bon, et alors, voilà. Elle éprouve le besoin de s'en expliquer. La garde des Sceaux aurait évidemment mieux à faire, souligne Denis Domain dans La Nouvelle République. Mais un élu d'arrondissement parisien tente de se bricoler une fugace notoriété en l'épinglant sur le web, le pilori de ce siècle. Alors pourquoi cet énervement ? Christiane Taubira exaspère la droite, nous dit-il, et pas seulement depuis le mariage pour tous. Auteur d'une loi dénonçant le trafic d'ébène comme crime imprescriptible contre l'humanité, rappelle Denis Domain, l'allocataire de la place Vendôme en avait exclu la traite musulmane, toujours en cours et dont Boko Haram vient de fournir le plus navrant exemple. Motif : préserver l'insertion des jeunes Français d'origine maghrébine. Plus que jamais, donc, décrypte Philippe Vaucan dans Le Républicain Lorrain, Christiane Taubira est la personne que la droite adore détester, puisque cette droite peut difficilement reprocher à la gauche de faire ce qu'elle n'a pas eu le courage de réaliser lorsqu'elle était aux responsabilités. Oui, tout ça est politique. Mais il y a même unanimité, en fait, pour s'agacer aussi de ces mots. Karaoké d'estrade. Négligent, choquant, arrogant, ça ce sont les adjectifs qui tombent. Une forte tête qui sait toujours en rajouter pour avoir le dernier mot, estime Yann Marek dans le Midi Libre. Une ministre, regrette Philippe Vaucan, dotée d'un talent sans égal pour se savonner la planche. À un moment où la société a surtout besoin d'apaisement, c'est plus que dommage. Bon, la Croix nous fait passer à table aujourd'hui, encore que. En a-t-on vraiment envie, là ? Oui, si vous ne comprenez rien au débat sur les OGM, eh bien c'est un dossier donc dans la Croix qui vient rappeler quelques notions. Par exemple, il y a deux sortes d'OGM, ceux qui résistent à un parasite et ceux qui résistent aux pesticides tuant le parasite. Évidemment, la deuxième catégorie, c'est 85% des OGM utilisés et cultivés dans le monde, avec plus de pesticides donc. Mais il faut lire surtout le numéro de National Geographic, Nourrir 7 milliards d'humains, la nouvelle révolution alimentaire. Des graphiques qui montrent le poids de l'érosion des terres agricoles dans le monde, celui des cultures destinées à la nourriture du bétail et aux agrocarburants dans les pays occidentaux, au détriment donc des cultures directement nourrissant l'homme. Et puis le fait que, faute d'éducation, les agricultrices dans les pays pauvres obtiennent des rendements inférieurs à ceux des hommes. Et puis si l'autre côté de la chaîne alimentaire vous intéresse, là vous allez sur le site Atlantico. Une interview de Benoît Helbrun, professeur en marketing qui analyse les choix alimentaires en fonction du milieu d'origine. Oui, regardez votre caddie en fonction de votre classe sociale. Alors même si la question du temps, du mode de vie sont déterminantes, en fait les classes sociales défavorisées sont davantage sensibles au discours des marques qui vantent le plaisir pour faire oublier aux consommateurs les réalités économiques, c'est-à-dire les coûts de revient, les marges. En fait, manger est parfois une aliénation. On en vient au football. Je ne vois pas votre nom dans la
liste des consultants Coupe du Monde d'Europe. Natacha, qu'est-ce qui se passe? Et non, je rêvais pourtant Non. d'aller au Brésil. Mais alors, si vous en avez déjà assez des bleus et des choix du sélectionneur, eh bien, vous allez sur le site Rajmag. Et là, vous lisez le reportage consacré à une fédération de foot beaucoup trop méconnue, la fédération kirghize. Toujours à la pointe Oui, dans tous les sujets. privée de Fédération la- kirghize de football, fallait la chercher. Exactement, celle-là. fallait la chercher. Le reportage est génial parce qu'en fait, c'est un petit pays qui est privé de la manne pétrolière de ses voisins ouzbeks et kazakhs. Et pourtant, le Kyrgyzstan se bat, rêve de participer à la Coupe d'Asie. Mais en fait, c'est un pays qui appartient aux fédérations oubliées avec l'Afghanistan, le Sri Lanka, la Palestine. Mais en fait, c'est là que le football est beau. Bon, allez, prenez vos crampons, on vous embarque pour Rio. On finit avec quoi? Petit bonus. Oui, mais justement, les on ne sait pieds. pas si les Kirghizes ont de quoi se payer des crampons. Mais ce matin, dans les journaux, ce qui attire l'œil, vous l'aurez remarqué aussi, Thomas, ce sont les pieds nus du très discret Gilles Boulot, présentateur du 20h de TF1. Photo Joli pied, noir et d'ailleurs, blanc, objectivement. très beau pied. Ouais. Photo noir et blanc pleine page au dos du Figaro, en costume sombre, élégant, les pieds nus donc, effleurant, un ballon de la Coupe du Monde. C'est chic, c'est élégant, c'est une publicité pour l'annonce de ce soir de la liste des 23. On espère au moins que pour l'occasion, il chantera la Marseillaise. C'est le Zola Bud de l'info. Vous vous souvenez de Zola Bud, cette sud-africaine, je crois, néo-zélandaise, Oui, qui oui. courait tout le temps les pieds nus. La Exactement. revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h35 sur Europe 1.